Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Wired for Love de Stan Tatkin. On va parler un petit peu de quoi il s'agit de ce livre et puis aussi des trois grands enseignements en fait que j'ai retirés de ce livre et quel impact ça a eu en fait dans ma vie. Alors déjà, ce livre, je le lis à la base parce qu'il fait partie des livres à lire pour moi dans ma certification de coaching que je suis en train de terminer en ce moment avec une expertise dans les relations. Donc il y a plein de livres à lire, j'en aurai d'autres à vous proposer si c'est un format qui vous intéresse, dont celui-ci qui est donc Wired for Love de Stan Tatkin, qui est un thérapeute de couple et qui a comme promesse de nous permettre de comprendre le cerveau de notre partenaire et les styles d'attachement également pour pouvoir désamorcer les conflits et créer des relations sécurisantes. Donc c'est un livre qui existe aujourd'hui seulement en anglais, il n'a pas encore été traduit en français. Dans d'autres langues peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas il n'a pas encore été traduit en français. Je sais que vous pouvez voir aussi un TEDx de Stan Tatkin justement sur YouTube si ça vous intéresse, qui vient justement nous expliquer une partie de ce qu'il explique dans ce livre et de pourquoi les relations en fait sont si compliquées entre êtres humains. Il y a des vraies explications scientifiques au niveau de comment fonctionne notre cerveau, notre mémoire. C'est super intéressant à lire. Et ça nous donne, en tout cas moi ça m'a donné encore plus d'envie de transmettre ces informations parce que clairement c'est pas quelque chose qu'on apprend. Et moi ça a quand même changé beaucoup de choses dans ma vie et dans mon couple, on va en reparler juste après. Déjà ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que j'ai vite ressenti que c'était vraiment quelqu'un qui avait l'habitude de voir des gens dans son cabinet, dans les thérapies de couple, parce qu'il y a énormément d'histoires. Et moi je trouve que, en tout cas moi, ma manière d'apprendre c'est vraiment par l'histoire, par l'exemple, par l'inspiration des personnes qui ont fait des choses avant moi. Et donc de voir les histoires de couples dysfonctionnels, juste des petits morceaux de vie, un peu comme des scènes de théâtre, des petits morceaux de vie d'un couple dysfonctionnel et la même chose avec un couple totalement fonctionnel. Alors je dis fonctionnel mais c'est peut-être pas le bon terme. On va dire un couple qui a un attachement insécurisant et un couple qui a un attachement sécurisant. Et j'ai trouvé que ces histoires-là, c'était juste génial pour, en tout cas pour moi, pour me permettre de comprendre où est-ce qu'il y a des choses qui vont pas et comment est-ce qu'on peut les changer, en tout cas comment est-ce que moi je peux les changer. La première chose qui m'a vraiment marquée, qui était vraiment hyper importante pour moi à lire en tout cas et à entendre, c'est direct dans le chapitre 1 et c'est la bulle du couple. Je me suis rendu compte en lisant ce chapitre que j'avais vraiment privilégié l'autonomie, mon indépendance dans le couple et ça fait partie du chemin. Je remets pas ça du tout en question. Ça fait partie du chemin, revenir à soi, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes rêves, et j'ai vraiment beaucoup privilégié ça. Ce qui fait que quand j'ai lu ce bouquin, il y a quelques temps déjà, je me suis rendu compte que je ne prenais pas assez soin de la relation en tant que telle, du lien en tant que tel. Et privilégier son autonomie, son indépendance dans le couple, c'est nécessaire pour pas se perdre dans le couple, bien sûr, mais en faisant seulement ça, en fait on s'empêche, en tout cas moi je me suis rendu compte que ça nous empêchait de vraiment créer une relation mutuelle, une relation où on grandit ensemble, une relation où on se soutient, où on se challenge, et en gros la relation, le couple sacré qu'on a vraiment envie de créer. En me rendant compte de ça, du fait que je mettais vraiment beaucoup de poids, de focus sur ma propre réalisation personnelle, sur mes accomplissements, et beaucoup moins sur le couple, je me suis aussi rendu compte que du coup, mon couple, il était là pour me soutenir, et donc que j'avais une tendance à venir chercher des choses dans mon couple plutôt qu'à en donner. Et clairement, c'est pas la personne que je veux être, c'est pas la personne que je veux être moi dans ma vie, c'est pas la personne que je veux être avec Eloa, ma partenaire. Donc, il y a un moment donné, quand ça m'a fait paf, je veux pas être cette personne-là. C'est vraiment un truc que je veux changer. Alors, on en reparlera un petit peu après, parce que du coup, il y a vraiment une différence entre tout donner pour son couple, ou là, ce que je viens amener, c'est vraiment une subtilité. Et donc, l'idée, c'est pas de se perdre dans son couple, mais je me suis rendu compte que j'attendais vraiment beaucoup de soutien, de support de mon couple. Mais si moi, je suis pas prête à donner ça, ça va pas fonctionner en fait, ça se crée pas. Donc ça c'est vraiment hyper important de m'en rendre compte en lisant ce premier chapitre.
Et puis alors, l'idée de nommer ce lien comme la bulle du couple, c'est-à-dire se créer une bulle dans un couple, surtout quand on va dans le monde, quand on va à des soirées, quand on va à l'extérieur, de garder cette bulle en fait présente pour les deux personnes. J'ai trouvé ça juste génial. Et ça m'a rappelé quand on était en voyage avec Eloa, on a fait un tour du monde sac à dos en 2014. Ça commence à dater un petit peu, vivement qu'on puisse revoyager. Quand on a fait ce tour du monde avec Eloa, il y avait vraiment cette sensation qu'on était dans cette bulle en fait. Et quand on était dans cette bulle pour prendre soin de nous dans le monde, de prendre soin de ce qu'on était en train de vivre, de ce qu'on était en train de créer toutes les deux dans le monde. Au départ, quand j'ai repensé à ça, je me suis presque dit c'était genre nous deux face au monde. Mais c'était pas face au monde, c'était nous deux dans le monde, mais il y avait vraiment ce nous deux. Et ce voyage qu'on a fait ensemble, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me touche énormément quand j'y repense. C'est vraiment les sensations, les émotions que j'ai adoré vivre et que j'ai vraiment envie de recréer au maximum dans notre couple. Et j'avais vraiment lié ça au fait qu'on était en voyage, comme si on pouvait faire ça que en voyage. Bien sûr, théoriquement, je sais que c'est pas vrai, je sais qu'on peut tout reproduire dans notre quotidien, mais là, il y avait quelque chose de l'ordre de nous, on l'a vécu en voyage et je sais pas comment faire ça autrement. Et de lire ce chapitre sur la bulle du couple, ça m'a vraiment ouvert de nouvelles possibilités, ouvert une autre manière de voir notre relation et comment on pouvait retrouver ces sensations, ces émotions, même dans notre quotidien. Une autre idée que j'ai adorée avec la bulle du couple, et donc du fait qu'on prend soin de la relation en tant que telle, c'est que s'il y a un problème dans la relation, c'est jamais la faute de l'autre. Ça peut pas être la faute de l'un ou de l'autre, c'est vraiment le lien en tant que tel, c'est ensemble qu'on a besoin de régler un problème et de trouver une solution, mais on ne peut pas pointer le doigt sur l'un ou sur l'autre. Et ça, je trouve que, en tout cas moi, dans la version du couple que je veux vivre, dans la relation du couple que je veux vivre, c'est vraiment ce côté, on est ensemble, on est une équipe, et donc de prendre soin justement de cette bulle et de la relation, de voir ça comme ça amène forcément à se dire, ok, c'est dans la bulle qu'on a un problème, c'est pas toi ou c'est pas moi, ça peut pas être la faute d'une personne, c'est jamais la faute de l'autre. Toujours se souvenir de ça, c'est jamais la faute de l'autre, mais c'est quelque chose qu'on a à comprendre, à dépasser, à traverser ensemble. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce premier chapitre, c'est qu'à un moment donné, Stan Tatkin il nous parle de peut-on vraiment aimer si on n'a pas d'abord été aimé. Alors je vais prendre je vais prendre le passage qui en parle, parce que ça, je trouve ça vraiment intéressant de se poser cette question-là. Surtout, on sort d'une ère très individualiste, du fait de revenir à nous, de penser d'abord à soi pour son accomplissement personnel, et je trouve que ça a apporté énormément de choses. Et en même temps, dans cette quête-là, je trouve que on se demande beaucoup à nous-mêmes, en fait. On se demande à nous-mêmes de tout nous apporter, et je crois qu'il y a des situations où on a besoin de ressentir ce que c'est l'amour de la part de quelqu'un d'autre avant d'être capable de nous l'apporter et de l'apporter aussi en retour. Et en fait, Stan Tatkin il nous dit juste d'y penser. C'est pas forcément une vérité vraie. D'ailleurs, moi je pense qu'il n'y a pas de vérité vraie, je pense qu'on est toujours sur un chemin, en tout cas moi je me sens sur un chemin de chercher la vérité. Non, est-ce que ça pourrait être vrai en fait le contraire? C'est-à-dire, est-ce que ça pourrait être vrai de je peux m'aimer moi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire, c'est ce que nous dit Stan Tatkin, que les bébés arriveraient dans le monde déjà, soit en s'aimant, soit en se détestant, comme si c'était une donnée de base. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui existe, puisque c'est toute leur construction, leur style d'attachement, c'est tout ce qui est la manière dont on prend soin d'un bébé qui va créer sa manière de s'aimer et d'aimer. Donc on n'arrive pas avec cette donnée de base, je m'aime déjà ou je ne m'aime pas. La manière dont on est aimé va nous permettre de nous aimer nous-mêmes. Alors encore une fois, je suis pas là pour taper sur les parents, pour taper sur les personnes qui s'occupent des bébés, c'est pas ça du tout. Si c'est quelque chose, ça peut expliquer parfois une faille dans notre amour de nous-mêmes, et ok, ça explique, mais maintenant c'est qu'est-ce que je fais de ça. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que de travailler sur ces relations, ça vient vraiment nous ouvrir aussi à l'amour de nous. Et souvent, on entend le contraire, donc je trouvais cette idée vraiment intéressante en tout cas à avoir pour ouvrir un petit peu les possibilités dans notre cerveau. La deuxième chose que j'ai vraiment retenue de ce livre, c'est donc au chapitre 5, c'est d'utiliser les matins, les moments du lever et du coucher comme des rituels pour son couple. Avec Eloa, on a souvent des rythmes très différents. Moi, je suis plutôt une lève-tôt, couche-tôt, enfin, ouais, 22h, plus
trop me parler. Hein. Et j'aime pas coacher vraiment après 4 heures. C'est pas ma préférence, je suis vraiment meilleure le matin. Mes clientes le savent, c'est les rendez-vous, on les met le matin, début d'après-midi, mais il y a rarement des rendez-vous plus tard que ça, sauf cas extrêmes, décalage horaire, etc., etc. Donc avec Eloa, on a des rythmes différents. Eloa, elle est plutôt du soir, se lever un peu plus tard que moi, et elle aime bien... Eloa, elle aime l'ambiance, tu sais, l'atmosphère du soir, et moi j'adore l'atmosphère du matin, quand il n'y a encore rien qui est réveillé, que le monde, même la nature, elle est juste en éveil comme ça, voilà, des moments que j'adore. Ce qui fait que on a des périodes parfois où on est décalé, on est complètement décalé dans notre manière de vivre. Alors c'est pas tout le temps, mais je me souviens d'une grande période il y a quelques années où on était vraiment totalement décalé, et franchement, Eloa, elle se levait dans l'après-midi, début d'après-midi je crois. Moi c'était au milieu de ma journée, en tout cas, on avait un petit moment ensemble. Et j'allais me coucher beaucoup plus tôt, et du coup on n'avait pas du tout de moment ensemble au moment du lever et au moment du coucher. Et petit à petit je me suis rendu compte que ça a impacté notre relation, ça a impacté le lien, mais j'avais pas forcément compris le pourquoi du comment. Puis je m'étais un petit peu dit aussi oui mais t'exagères, c'est toi qui veux que Eloa vienne en même temps que toi, enfin bref, je m'étais vachement culpabilisée par rapport à ça, et du coup c'était vraiment intéressant de le lire dans le bouquin, que ça permet vraiment au couple de rester synchronisé. En fait, on a nos systèmes nerveux, donc il parle aussi beaucoup du système nerveux et de comment on fonctionne. Ça nous permet vraiment de rester synchronisé. Le fait de se lever le matin ensemble, et juste d'avoir un petit truc ensemble, ça peut être boire ton café, ça peut être, même si on se lève pas en même temps, mais avoir un moment comme ça le matin qui est on synchronise avant de démarrer la journée. Ça fait un peu synchronisation des montres, mais c'est un petit peu ça. Ça permet de... comme donner une sécurité pour aller explorer le monde, chacune de son côté. Et le soir, la même chose, d'avoir un moment le soir où, encore une fois, on vient se synchroniser. C'est comme si on revenait à la maison, qu'on revenait dans un endroit sécurisant et sécurisé pour les deux partenaires du couple. Donc du coup, quand j'avais lu ça, on l'a mis en place vraiment consciemment, volontairement pendant quelques semaines. Et c'est vrai que ça a vraiment... en tout cas... moi j'ai vraiment adoré ça, et ce qu'on peut aussi voir, c'est que ça peut avoir un impact positif sur le sommeil. Si l'un ou l'autre des partenaires du couple ne dort pas bien, parfois juste régler un peu de synchronisation au matin et le matin et le soir, ça peut faciliter le sommeil parce que ça fait descendre les niveaux de stress. Et ça, je vais en reparler dans le 3e point justement. Comment ton couple peut t'aider à être en meilleure santé en fin de compte. Dans le chapitre 10 de ce livre, il y a vraiment cette notion de comment est-ce que je peux être une médecine en fait pour mon ou ma partenaire. Donc dans mon cas, pour ma partenaire. Je crois que la plus grosse prise de conscience pour moi, elle a été sur le fait de prendre conscience du stress invisible qu'on se crée quand on est en totale suradaptation. Je suis pas quelqu'un qui me reconnaît comme stressée, et pourtant, régulièrement dans ma vie, j'ai eu des symptômes de stress, mal au ventre, insomnie, des choses comme ça, avec rien de grave. Vous savez, les petits trucs là qui sont toujours un peu chiants mais qui s'en vont pas très bien au niveau de la digestion, du transit, des choses comme ça. C'est toujours un peu là, et en même temps il n'y a rien de grave. Je veux dire, un médecin il dirait il n'y a rien quoi, c'est le stress. Et le stress, on croit souvent qu'il y a un côté un peu psychosomatique, c'est nous qui le créons. Et là, j'ai trouvé super intéressant de se rendre compte que quand on est en suradaptation au monde, à l'autre, ce qui est vraiment beaucoup le cas quand on se sent différent du monde, quand on est dans les cases des hypersensibles, des hauts potentiels, des zèbres, des atypiques, toutes ces cases-là font qu'on se sent différent de base par rapport au monde. Et je pense même que les gens qui ne sont pas dans ces cases-là, ils doivent le ressentir aussi. Mais dans tous les cas, le fait de se sentir différent, on va de base créer des masques, créer une manière d'être dans le monde pour se sentir accepté. Et on l'a tellement fait depuis qu'on est enfant qu'on s'en rend même plus compte. Ça devient tout un travail de reconnaître où est-ce que je suis en train de m'adapter et où est-ce que je ne suis pas complètement moi. Et bien, tous ces endroits où je ne suis pas complètement moi, je me crée du stress invisible. Et ce stress, forcément, il a un impact sur ma santé émotionnelle, sur ma santé physique et sur ma santé énergétique. Ce qui est intéressant dans la suradaptation, c'est qu'en fait, dès le départ, on se suradapte au monde pour rester connecté. Et en fin de compte, ce qu'on apprend aussi dans ce livre, c'est que cette suradaptation pour rester connecté à l'autre, elle me déconnecte de moi. Et comme je suis déconnectée de moi, en fait, je ne suis pas connectée à l'autre non plus. Donc,
à un moment donné, ponctuellement, dans notre enfance, ça a été utile et fonctionnel et efficace, j'ai envie de dire, mais sur du long terme, ça ne fonctionne pas. Et sur du long terme, en fait, on se crée ce stress invisible qui va créer petit à petit des difficultés dans nos émotions, notre physique, des choses comme ça. Et donc ça, vraiment, pareil, encore une fois, c'est quelque chose que j'avais compris, on va dire, par l'expérience, parce qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai fait un jeûne parce que j'avais vraiment des problèmes au niveau de mon ventre, des maux de ventre. J'ai fait un jeûne et je me suis rendu compte en fait que j'étais pas connectée à mes rêves. Et c'est à partir du moment où j'ai fait le travail de me connecter à mes rêves, c'est quoi ce que je veux faire de ma vie, que j'ai arrêté d'avoir mal au ventre. Donc clairement, dans mon expérience, il y a vraiment ce truc de me dire, à partir du moment où je me connecte à moi, je réduis ces symptômes que j'avais avant, ces symptômes physiques. Et là, le livre, en fait, il me donne de la théorie vraiment très très claire par rapport à ça. Et cerise sur le gâteau, c'est que le fait d'être en couple, si on le fait consciemment, ça peut nous aider à limiter ou même à supprimer ce stress invisible. Du coup, de prendre conscience de ça, c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai pu consciemment venir mettre dans le quotidien, c'est-à-dire avoir régulièrement des moments avec Eloa où on est en contact physique. Alors bien sûr, il y a le sexe pour ça, mais il n'y a pas que le sexe pour être en contact physique, et de créer ça volontairement, consciemment dans le couple, avec cette idée de on est en co-régulation. C'est-à-dire qu'on est, en fait, ces moments-là, ils servent à réguler notre système nerveux. Je reparlerai un peu plus du système nerveux sur un autre livre que j'ai lu, où on va vraiment en détail dans ce travail de régulation, et qui est super intéressant et qui a changé aussi plein de choses pour moi. Mais là, déjà, de me rendre compte de ça, c'est-à-dire que le couple en tant que tel, c'est un endroit où on vient comme se réguler pour ensuite aller mieux dans le monde. Aller mieux quand on vit notre vie aussi à part. Et encore une fois, ça demande d'être soi-même dans son couple pour pouvoir faire ça, et ensuite d'ajouter de la conscience, de se dire ok, je veux apporter ça à l'autre. Encore une fois, c'est je veux donner ça à l'autre, je veux donner à l'autre l'opportunité de venir être elle-même et de venir réguler son système nerveux. Nous, en tant qu'entrepreneurs, si tu es entrepreneur, tu le sais, constamment, on est en train de sortir de notre zone de confort. Il y a plein de choses qui sont compliquées. Les premières fois qu'on fait des vidéos, les premières fois qu'on accompagne quelqu'un, les premières fois qu'on va oser parler à quelqu'un qu'on ne connaissait pas, quand on fait des interviews. Il y a plein de moments où on sort de notre zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, ça veut dire qu'à certains moments, on vient toucher les limites de l'endroit où on est en tolérance au niveau de notre système nerveux. Et on sort de notre zone de confort pour vivre nos rêves. Moi, je parle d'entrepreneuriat, mais en vrai, si ton rêve, c'est de faire des conférences, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Et donc, de venir toucher les limites, là, de la zone de tolérance de ton système nerveux. Et donc, savoir que ta relation, c'est ta plus grande force, une de tes plus grandes forces, en tout cas, pour revenir dans ta zone, à ton essence, en fait, à toi-même, au niveau de ton système nerveux, je trouve que c'est une information assez géniale en fait à conscientiser et à mettre dans sa vie. Tu me diras ce que tu en penses. Donc je te le disais tout à l'heure, je crois que la plus grosse prise de conscience pour moi quand j'ai lu ce bouquin, c'est de me rendre compte que j'attendais beaucoup de ma relation. Et pourtant j'ai fait du dev perso, et pourtant je veux dire je suis pas nouvelle dans le dev perso, dans le donner-recevoir, dans l'équilibre yin-yang, etc., etc. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore des parts de moi qui prenaient pour acquis que la relation, elle était là, qui prenaient pour acquis que la relation, on sait faire, et ça, c'est pas vrai. Et donc que j'attendais de ma relation, plutôt que je ne donnais à ma relation, plutôt que je ne portais attention à ma relation. Et donc ça, c'était un gros switch pour moi, de vraiment mettre de la conscience là-dessus et de vouloir faire les choses autrement, donc de faire les choses autrement au quotidien. Alors bien sûr, le fait de vouloir donner pour la relation, ça vient forcément résonner avec cette capacité à me suradapter. Je l'appelle capacité et non pas un défaut, parce que je pense que c'est vraiment une capacité dans la vie et qu'il y a plein d'endroits où ça nous permet, en tout cas moi ça me permet d'être hyper compétente relationnellement. Et si tu fais partie des gens qui se suradaptent, tu as aussi cette compétence en toi. Donc pour moi c'est une capacité, mais du coup le fait de venir donner dans la relation, ça vient réveiller, on va dire, les peurs de donner trop, les peurs d'être en suradaptation, et donc ça vient demander à être tout le temps dans cet équilibre subtil de être moi et donner dans la relation. Et ça, je pense que c'est vraiment la voix du cœur. Je pense que c'est vraiment la voix de
Je suis pleinement moi-même, donc je suis connectée en mon centre, à mon essence, et à partir de là, j'ai envie de donner. Et ce n'est pas quelque chose d'inconscient, c'est pas quelque chose d'instinctif qui se fait en réaction parce que mon style d'attachement serait insécurisant. D'ailleurs, les styles d'attachement, c'est quelque chose qui est complètement expliqué dans ce livre. C'est quelque chose dans lequel je rentre en détail et je vais rentrer en détail dans l'initiation. Si c'est un programme qui t'intéresse, l'initiation, c'est un programme de 3 mois qui t'aide à devenir une meilleure communicante dans tes relations, à créer des relations sécurisantes, donc à prendre ton style d'attachement, en fait, celui que tu as depuis le début de ta vie, et à l'amener en style d'attachement sécurisant, puisque c'est quelque chose qu'on peut changer, et aussi à t'aimer mieux, parce qu'en fait, quand on fait ce travail-là, il y a un tel travail d'amour de soi qui se crée, c'est-à-dire que pendant très longtemps, moi j'ai travaillé à l'amour de moi. C'est quoi l'amour de moi? Comment je m'aime plus? Revenir à soi, etc. etc. Et c'est ce que je disais, c'est que ça m'a tourné vachement vers moi-même et ça a été bon d'une certaine manière. Mais il y a un moment donné, il y a une étape supplémentaire qui a été pour moi de m'aimer à travers la relation et de utiliser cette relation, utiliser les relations. Quand je dis utiliser, c'est pas dans le sens manipuler, mais c'est conscientiser et mettre du sens dans mes relations pour m'aimer mieux, parce qu'en fin de compte, l'être humain est profondément social et on vit à travers nos relations. Et donc pour moi, les relations, c'est vraiment la voie du cœur, et c'est à travers les relations que j'apprends encore tous les jours à m'aimer mieux, et c'est aussi ce que je te souhaite. Merci de m'avoir écouté. Dis-moi si tu connais ce bouquin, dis-moi, voilà, partage-moi ce que ça vient te dire pour toi. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup à faire grandir la chaîne que tu sois abonné, et aussi à faire le quiz des archétypes des relations sacrées pour découvrir quel est ton archétype de relation sacrée, quel est ton potentiel, quelles sont tes ombres à intégrer également pour pouvoir déployer toute ta puissance dans tes relations. Et moi je te dis à très vite. Salut!